Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une véritable légende volante, le Dassault Mirage 2000. Ah oui, le Mirage 2000. Cette silhouette, cette fameuse aile delta, c'est plus qu'un avion, c'est vraiment un symbole. Tout à fait. Un symbole de l'aéronautique française, reconnu partout dans le monde. Et un avion qui a une longévité incroyable, présent sur plein de théâtres d'opérations différents. Alors, on a brassé pas mal de sources pour cette analyse, hein. Des fiches techniques, bien sûr, des articles historiques, mais aussi des retours du terrain, des pilotes. Oui, des retours d'expérience opérationnelle, c'est crucial ça. Et même des comparaisons parfois enflammées entre appareils. Exactement. L'idée, c'est de comprendre ensemble comment il est né, d'où il vient cet avion, ses caractéristiques techniques clés, évidemment. Et puis toutes ces versions, parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, pour comprendre le Mirage 2000, il faut revenir un peu en arrière, au milieu des années 70. L'armée de l'air, à l'époque, elle misait sur l'ACF. L'avion de combat futur. Un projet très ambitieux, biréacteur. Oui, mais voilà, le problème, c'est le coût. Jugé beaucoup trop cher. Et en 1975, coup de théâtre, le programme est annulé. Un coup dur. Mais chez Dassault, ils avaient, disons, une intuition. Ils n'avaient pas mis tous leurs œufs dans le même panier. C'est-à-dire. Mais ils travaillaient déjà, discrètement, sur leur fonds propre à une alternative, un plan B, quoi. Ah, d'accord. Un monoréacteur revenant à la formule de l'aile delta qu'ils connaissaient bien. Le projet Delta 2000. C'était un pari, un vrai pari industriel à ce moment-là. Un pari qui s'est avéré payant, visiblement. Ah oui, clairement. L'État français a été séduit et a passé commande dès 1976. 4 prototypes monoplaces pour commencer. Et le premier vol, ça n'a pas traîné. Non, 10 mars 1978. C'est Jean Coureau qui était aux commandes. Bon, les tout premiers vols ont montré qu'il fallait ajuster un peu l'aéro, notamment la dérive, des petits réglages. Classique pour un prototype. Oui, mais la base était vraiment saine. D'ailleurs, ce premier proto, le 01, il est visible au musée de l'air et de l'espace, une pièce historique. Et les autres prototypes? Le 02 a malheureusement été perdu dans un accident en 84, un problème de transfert de carburant. Les 03 et 04, eux, ont servi de laboratoire volant pour tester tous les systèmes, l'armement, etc. Et il y avait aussi un biplace. Oui, le BO11, essentiel pour l'entraînement des pilotes. Mais attention, il gardait toutes ses capacités de combat. Son premier vol, c'était en octobre 1980. Ce qui est frappant, c'est cette filiation avec le Mirage 3, cette ressemblance. Pourtant, vous disiez, c'est un avion entièrement nouveau. Exactement. L'apparence est trompeuse. L'aile delta est là, bien sûr, mais elle est plus grande, optimisée. Et surtout, la grosse différence, c'est la conception aérodynamique. C'est-à-dire? Il est conçu avec une instabilité naturelle. C'est contre-intuitif, mais ça le rend beaucoup plus manœuvrant. Instable, mais manœuvrant. Comment ça marche? C'est contrôlé par les commandes de vol électriques. C'était une première pour un chasseur français de série, ça. Vraiment pionnier. Ah oui, les commandes de vol électriques, c'était la grande nouveauté. Tout à fait. Ça permet de gérer cette instabilité et d'obtenir une agilité redoutable. Et pour propulser tout ça, un seul réacteur, mais un réacteur puissant. Le SNECMA M53. D'accord, donc instabilité, commandes électriques, gros moteur, ça donne quoi en termes de performance pure? Eh bien, ça donne un avion capable de voler à Mach 2,2, donc plus de 2 fois la vitesse du son, à haute altitude, vers 15 000 mètres. Impressionnant. Un plafond opérationnel qui frôle les 18 000 mètres, et surtout une capacité à encaisser les G, les facteurs de charge, jusqu'à plus 9 G en positif et moins 3,2 G en négatif. C'est énorme. C'est ce qui permet les virages serrés, les manœuvres de combat? Exactement. Et un petit détail technique qu'on voit bien sur l'avion, ce sont les souris. Les souris? Oui, ces demi-cônes mobiles à l'entrée d'air du réacteur. Elles bougent pour optimiser l'arrivée d'air selon la vitesse, le match. C'est assez ingénieux. Et on les trouve sur toutes les versions? Presque toutes. Les versions N et D, spécialisées dans la basse altitude, elles, ont des entrées d'air fixes, plus simples, plus robustes pour ce type de vol. Justement, parlons des versions. Cette plateforme de base a servi à créer toute une famille d'appareils. Les premiers, c'était les C et les B. C'est ça. Le Mirage 2000C pour chasse, l'intercepteur monoplace pur et dur, et le 2000B, biplace, pour la formation, la transformation des pilotes sur la machine, mais il restait tout à fait apte au combat. Et le 2000C est arrivé quand dans les escadrons? Le premier est entré en service en juillet 1984, à Dijon, à l'escadron de chasse 12 Cigognes, une unité prestigieuse. Et au cœur de cet intercepteur, il y a le radar. Comment a-t-il évolué? Alors, les tout premiers 2000C, les séries S1, S2, S3, avaient le radar RDM, radar Doppler multimode. Capacité? Capacité RR correcte pour l'époque.
On a amélioré sa capacité à voir vers le bas, le fameux look down, sur la S2, et on a intégré le missile Super 530F sur la S3. Mais le radar emblématique du 2000C, celui qui l'a vraiment rendu performant pour l'interception, c'est le RDI, radar Doppler à impulsion. Arrivé avec quelle série? Les S4 et S5. Là, on avait un vrai gain en performance ARR, notamment pour guider le missile Super 530D. Le grand frère du 530F. Exactement, plus performant, plus longue portée. Le RDI, sans être trop technique, c'était un radar puissant, optimisé pour détecter loin et guider ses missiles. Les pilotes pouvaient régler la zone de recherche, la portée. Mais il avait une petite faiblesse, non? J'ai lu quelque chose sur les cibles lentes. Ah oui, c'est le point faible classique des Doppler de cette génération. La zone aveugle Doppler. En gros, si une cible se rapproche ou s'éloigne avec une vitesse relative très faible par rapport au mirage, le radar a du mal à la voir. C'est gênant ça, non? Disons que c'était une contrainte tactique à connaître. Il fallait parfois manœuvrer pour créer cette vitesse relative, ou se fier à d'autres capteurs ou aux infos du contrôle. C'était un compromis technologique de l'époque. D'accord, on comprend mieux. Changement total de registre maintenant avec le Mirage 2000N. N pour nucléaire. Oui, là on est dans la mission de dissuasion. Un avion biplace très spécifique, conçu pour la pénétration à très basse altitude, de nuit, par tous les temps. Avec le missile ASMP. Exactement. L'ASMP Air-Sol Moyenne Portée, puis sa version améliorée, ASMPA. La mission était claire, passer sous les défenses radars pour la frappe nucléaire pré-stratégique. Biplace, donc pilote et... Pilote devant et derrière le NOSA, navigateur officier système d'armes. C'est lui qui gérait la navigation très précise et le système d'armes. Et l'outil magique pour voler si bas? Le radar Antilope V. Un radar exceptionnel capable de suivre le relief du terrain en temps réel. Ça permettait de voler en automatique ou en manuel à, tenez-vous bien, 60 mètres du sol. 60 mètres, à plus de 1000 km/h? Oui, à 1110 km/h, Mach 0.9. C'était assez sportif, on imagine. Pour loger toute l'électronique, d'ailleurs, ils ont dû retirer les canons internes sur le NUF. Et sa carrière? Entré en service en 1988, il a assuré cette mission vitale jusqu'en 2018. C'est le Rafale qui a repris la mission de dissuasion nucléaire aéroportée. Et de ce N est né le D. Exactement, le Mirage 2000D pour diversifier. C'est en quelque sorte le jumeau conventionnel du N. Même configuration biplace, pilote et NOSA. Mais optimisé pour l'attaque au sol classique. Voilà, l'assaut conventionnel de précision jour-nuit tout temps. Il est arrivé en 1993 et il est devenu la bête de somme de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'attaque au sol. Et il emporte quoi comme armement? Un large éventail. Des bombes guidées laser, avec des pods de désignation comme l'Atlas au début, puis le PDL-CTS et surtout le Damoclès, très performant. Le missile Scalp aussi. Oui, le missile de croisière Scalp EG pour les frappes dans la profondeur, et puis toute la gamme des bombes GBU, guidées laser ou GPS. Il peut aussi faire du renseignement avec la nacelle électromagnétique ASTAC. Et il communique bien avec les autres? Utile pour l'appui rapproché. Et il vole toujours? Ah oui, il est même en pleine cure de jouvence. Un programme de rénovation mi-vie, RMV, pour 55 appareils. Objectif, voler bien après 2030. On parle même de lui rajouter un canon en pod. Une belle longévité. Et puis, il y a eu le grand saut technologique, le Mirage 2005. Absolument. Le -5. Initialement, c'était plutôt pensé pour l'export. Mais il était tellement réussi que la France a décidé de moderniser une partie de sa flotte de 2000C. 37 appareils, c'est ça? Les 2005F pour français? C'est ça. Et là, la révolution, c'est le radar RDY. Différent du RDI. Oui. Multimode aussi, mais surtout multicible. Capable de suivre beaucoup de pistes en même temps. Les chiffres varient un peu selon les sources, mais on parle de détecter une vingtaine de cibles, d'en suivre 8 et d'en engager 4 en même temps. Et le gros plus, c'est le missile, non? Le MICA. Exactement. En version guidage radar électromagnétique, EM, ou infrarouge, IR. Et surtout, c'est un missile tir et oublie. Fox 3. Voilà. Le pilote tire et peut manœuvrer, se mettre à l'abri. Il n'a plus besoin de garder la cible dans le cône radar, comme avec le Super 530D qui était Fox 1. C'est un changement tactique énorme. Le cockpit change aussi. Oui, cockpit modernisé, écran couleur, commande OTAS, les mains sur manche et manette, et un système de contre-mesures électroniques amélioré, l'ICMS MK2. Et la Grèce a une version encore plus poussée.
Oui, le Mirage 5 MK2. Radar encore amélioré, capacité air-sol étendue, il peut tirer le missile anti-navire Exocet et des contre-mesures ICMS MK3. Très complet. Et si on veut le top du top, il faut regarder du côté des Émirats arabes unis. Le Mirage 2009. Le Super Mirage. On peut dire ça. Développé spécifiquement pour eux. Le radar RDI2 est encore plus performant et il est totalement polyvalent dès l'origine. RR comme le -5. Oui, très proche, mais avec en plus des capacités air-sol très développées, comme le missile Black Shine, leur version du Scalp, et air-surface avec l'Exocet. Un vrai couteau suisse volant. Ils sont d'ailleurs en train de le moderniser aussi. Et pour boucler la boucle des versions, il y avait le 2000E. Oui, le E pour export. C'était en gros la version de base pour les clients étrangers, souvent basée sur le 2000C avec le radar RDM, mais avec une avionique qui pouvait être adaptée à leurs besoins. Et tout ça, ça s'est bien vendu? Très bien. Plus de 600 exemplaires construits au total, si on inclut les prototypes et pré-séries. Plus de 600. Et combien de pays utilisateurs? 9 pays en tout. France, Égypte, Émirats arabes unis, Grèce, Inde, Pérou, Qatar, Taïwan. Et depuis peu, l'Ukraine. Il faut noter que le Brésil l'a retiré du service. Mais oui, un beau succès commercial pour Dassault. Parlons action. Le Mirage 2000 français, il a connu le feu quand pour la première fois? Pendant la première guerre du Golfe, en 1991. Il faisait surtout de la supériorité aérienne, de la couverture. Et après? Après, on les a vus en Bosnie, c'est là qu'il y a eu la perte d'un 2000N en 1995, abattu par un missile solaire. Puis le Kosovo. Et plus récemment? Afghanistan, Libye. Oui, Afghanistan pour l'appui au sol, le CAS, Close Air Support. La Libye en 2011, opération Harmattan. Là, on a vu les MiG 2005F, les D et même les N faire de l'attaque conventionnelle. Mali aussi. Énormément au Mali. Opération Serval puis Barkhane. Surtout le 2000D, très sollicité. Puis l'Irak et la Syrie contre Daesh, opération Chamal avec les D et les N. Et ce fait d'armes récent en mer Rouge? Ah oui, très marquant, mars 2024. Des 2005F français basés à Djibouti interceptent et abattent des drones lancés par les Houthis. Ce sont les premières victoires aériennes confirmées pour la France depuis la Seconde Guerre mondiale. Incroyable, effectivement. Et les autres pays, ils ont eu des engagements notables? Oh que oui. L'histoire la plus connue, c'est sans doute celle de la Grèce. En 1996, un incident très tendu au-dessus de la mer Égée. Un Mirage 2000 grec abat un F-16 turc en combat tournoyant, en dogfight. Un F-16 abattu par un Mirage 2003? Oui, c'est à ce jour la seule perte confirmée d'un F-16 en combat air-à-air. Ça a beaucoup marqué. Et l'Inde, il l'utilise beaucoup aussi, non? Énormément. Il l'appelle le Vajra, la foudre. Rôle clé pendant le conflit de Kargil en 1999 contre le Pakistan. Ils ont fait les bombardements de précision à très haute altitude dans l'Himalaya. C'était assez unique comme capacité à l'époque. Et plus récemment? En 2019, ce sont eux qui ont mené la frappe de Balakot au Pakistan. Ils sont très satisfaits de l'avion et modernisent d'ailleurs leur flotte vers un standard proche du -5 à MK2 avec le radar RDI droit et le missile Mika. Et les Émirats, le Qatar, le Pérou et l'Ukraine maintenant? Les Émirats ont engagé leur 2009 en Libye et beaucoup au Yémen, où ils en ont perdu un en 2016. Le Qatar a participé en Libye et un peu en Syrie. Leurs 2005 sont maintenant à vendre, ça a été une saga. Indonésie, société privée. Finalement, la vente à l'Indonésie a été annulée. Compliqué. Oui. Le Pérou, c'était surtout de l'escorte pendant un conflit avec l'Équateur. Et l'Ukraine donc, qui a reçu des 2005F français début 2025, comme annoncé en juin 2024. Et ils combattent déjà, hein. Apparemment oui, depuis mars 2025, une perte technique aurait été signalée en juillet 2025. On sait qu'ils sont modifiés pour tirer des armements air-sol occidentaux, comme les bombes ASM Hammer et les missiles Scalp. Une carrière très riche, mais on imagine aussi des risques, des accidents. Inévitablement, c'est un métier dangereux, l'aviation de combat, même hors conflit. Les chiffres jusqu'en 2019 montraient environ 90 pertes accidentelles, toutes forces aériennes confondues. Quelles en sont les causes principales? C'est très varié. Panne technique, moteur hydraulique, électrique. Collision, que ce soit avec des oiseaux, ou en vol entre appareils, même avec un ULM une fois. Erreurs humaines, conditions météo exécrables. C'est la dure réalité. Chaque accident est un drame, bien sûr. Justement, puisqu'on parle de performance, de combat. La grande question, comment il se situe par rapport à son grand rival, le F-16 américain? On voit souvent ça sur les forums de simulation. Ah, le fameux duel Mirage 2000 versus F-16. C'est un classique. Souvent, la comparaison porte sur le 2000C face à des versions contemporaines ou un peu plus tardives du F-16. Et alors, en combat rapproché, en dogfight?
Mais les avis convergent souvent. Le Mirage 2000, avec son aile delta, son agilité à basse vitesse et haute incidence, il est vu comme très fort dans le combat à l'angle. Il peut pointer son nez très vite sur l'adversaire. Et le F-16? Le F-16, lui, serait plus à l'aise dans le combat au taux. Il conserve mieux son énergie. Il peut soutenir un taux de virage élevé plus longtemps. Deux philosophies, en quelque sorte. D'accord. Et pour le combat à distance, le BVR? Là, il faut vraiment faire attention aux versions. Le 2000C initial, avec ses deux Super 530D Fox 1, Qui nécessite de garder le radar sur la cible? voilà. Face à un F-16 plus récent, avec des missiles AMRAAM Fox 3, tirés obliques et capables d'en emporter plus, le 2000C était désavantagé, c'est clair. Le F-16 avait aussi souvent une meilleure liaison de données. Et en vitesse pure? Accélération? Le Mirage 2000 est une vitesse de pointe plus élevée. Mach 2.2 contre Mach 1.6 à 2.0 pour le F-16 selon sa charge. Mais le F-16 est souvent crédité d'une meilleure accélération, d'une meilleure pêche. Donc, au final, ça dépend beaucoup de quelle version on parle. Exactement. Comparer un 2000C des années 80 à un F-16 Block 50 des années 90, ce n'est pas équitable. Mais l'arrivée du Mirage 2005, avec le radar RDI et le Mika Fox 3, ça a vraiment changé la donne en BVR. Ça a rééquilibré les choses. Oui. Et beaucoup de pilotes soulignent aussi le plaisir de pilotage du Mirage, son comportement très sain, notamment en combat vertical. Ce qui est remarquable, c'est vraiment cette capacité d'évolution. D'intercepteur pur au départ, il est devenu un excellent chasseur-bombardier polyvalent. Une réussite technique indéniable. Mais il y a aussi une dimension symbolique très forte, surtout en France, non? Ah oui, absolument. Il incarne cette volonté d'indépendance stratégique, cette fierté d'avoir une industrie aéronautique de pointe. On parle parfois de lui comme de l'âme volante. Et il est entré dans la culture populaire. Oui, le film Les Chevaliers du Ciel l'a mis en vedette. On le retrouve dans beaucoup de jeux vidéo. C'est une icône, il n'y a pas d'autre mot. Bon, on a bien vu son histoire, ses capacités, son parcours. Mais aujourd'hui, alors que le ciel change, que de nouvelles technologies arrivent, quelle est sa place? Est-il toujours pertinent? Il l'est encore, oui. Les 2000D rénovés, les RMV, vont voler encore de nombreuses années. Les 2005F assurent toujours la police du ciel en France et sont déployés à l'étranger. On l'a vu avec les drones-outils ou l'engagement en Ukraine. Mais face aux nouvelles menaces, par exemple en très haute altitude, Alors là, c'est une autre question. La THA, cette zone entre 20 et 100 km d'altitude. Le Mirage plafonne à 18 km, donc juste en dessous. et il y a des menaces qui apparaissent dans cette zone? Oui, on parle d'armes hyper véloces, de planeurs hypersoniques, qui pourraient manœuvrer dans la THA. C'est un vrai défi. Et comment on y répond? La stratégie française, c'est de développer de nouveaux moyens de détection, radars transhorizon, satellites, et d'interception spécifiques, missiles dédiés. Peut-être un jour des armes à énergie dirigée, des lasers. Et le Mirage dans tout ça? Il pourrait avoir un rôle dans la détection ou l'identification, avec ses capteurs optiques par exemple, pour voir ce qui se passe en THA. Mais intercepter directement une menace hyper véloce manœuvrant là-haut, c'est très compliqué, voire hors de portée pour cette génération d'avions. Ça soulève des questions fondamentales sur l'avenir de la supériorité aérienne, en fait. Tout à fait. Comment maintenir cette supériorité face à des menaces plus rapides, plus complexes, évoluant dans de nouveaux milieux? C'est le défi de demain. Si on devait résumer ce Mirage 2000, c'est l'histoire d'un pari industriel réussi, d'une conception technique brillante, cette aile delta maîtrisée, les commandes électriques avant-gardistes, Une polyvalence incroyable acquise au fil du temps, des modernisations successives. une carrière opérationnelle exceptionnellement longue, riche sur tous les continents. Et ce statut méritait d'icône de l'industrie française. C'est vraiment la preuve qu'une plateforme bien née, avec une conception initiale saine, peut évoluer, s'adapter et rester pertinente pendant des décennies. De l'interception pure à l'attaque au sol de précision, en passant par la dissuasion et le renseignement, chapeau bas. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette formidable aventure pour penser l'avenir? Justement, face à ces nouvelles menaces en très haute altitude, face à l'arrivée annoncée du SCAF, le système de combat aérien du futur, qu'est-ce que l'histoire du Mirage 2000, son adaptabilité, sa longévité, nous enseigne? Est-ce que la clé sera toujours de savoir moderniser des plateformes existantes ou est-ce que les ruptures technologiques à venir vont nous obliger à tout réinventer à partir d'une page blanche? C'est une question passionnante, je trouve. Une excellente question pour conclure. Ça laisse matière à réfléchir.